Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On espère que tout le monde va bien. On va faire un voyage inspiratrice, je dirais, mais surtout dans le cœur et dans l'âme, avec un auteur que vous connaissez, et vous le connaissez parce que c'est vraiment un Réunionnais d'une grande dimension, Edmond René Lorette, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koulsoum Lelibou. Bonsoir Chismi. Bonsoir. Bonsoir. Edmond René Lorette. C'est plus facile avant, on disait Edmond Lorette, mais là on va dire Edmond René Lorette pour être sûr de ne pas se tromper. Un voyage dans soi finalement, parce que la Réunion est dans chacun d'entre nous, et nous sommes dans cette île. Qu'est-ce qui fait que l'homme que vous avez été, et l'homme que vous êtes devenu, est aujourd'hui, transcende aujourd'hui l'amour, la passion, l'émotion qu'il a pour son île? Peut-être le fait que la retraite que j'ai dans de bonnes conditions me donne le temps de réfléchir, d'écrire. Alors que quand vous êtes dans l'action, vous êtes plutôt mu par un temps, un emploi du temps, on a moins le temps de réfléchir. Et peut-être aussi et surtout que on doit apprendre soi-même, ça veut dire ce qu'est la Réunion. C'est-à-dire que notre système éducatif ne fait pas du tout dans mon temps, où j'étais jeune, et même actuellement pas assez, une place assez grande à la Réunion, si bien qu'on découvre un petit peu par hasard, rencontre, que nous sommes originaux. Oui, parce que si on veut connaître son île, il vaut mieux se prendre en main et se mettre en marche pour aller découvrir son île. Parce qu'il n'y a personne qui nous l'a transmis. Oui. Alors, je reviens sur Edmond René Lorette, parce que pour ceux qui nous rejoignent, c'était un ingénieur, et c'est toujours, agronome, docteur en sciences économiques. Vous aimez dire que vous La êtes... prescription, tout ça. Non. C'est ce qui fait que ce que vous êtes aujourd'hui. Vous aimez dire que vous êtes enfant de la départementalisation parce que votre maman était institutrice et qu'elle vous a emmené. Et c'est peut-être le tremplin que vous avez utilisé pour devenir ce que vous êtes. En 2008, vous êtes adjoint au maire à Saint-Denis. Et ensuite, donc, beaucoup de médailles, chevalier de la Légion d'honneur, de l'ordre du mérite et des palmes académiques et des métiers agricoles. Enfin, ce sont de grandes reconnaissances. Oui. Et puis, vous étiez venu nous voir avec Gismi la dernière fois pour nous parler de votre 7e roman, Le Dernier Créole. Et on avait parlé un peu aussi... du Panthéon de la Créolie. Voilà, je montre au Panthéon de la Créolie. Et aujourd'hui, vous revenez nous voir avec, je vais laisser Gismi montrer, la Réunion, la possibilité d'une âme. En fait, une carte de la Réunion avec des nuages. Exactement. Très belle idée. Oui. Bravo. Oui. Très belle couverture qui est due à Lionel, à mon fils Lionel Lorette qui est artiste. Ah, d'accord. Bravo. Et donc, la Réunion, votre île, c'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur et vous avez toujours envie de transmettre quelque chose d'original sur cette île. Il y a surtout cet avant-propos où vous utilisez, Alphonse de Lamartine, qui dit « Comprendre le passé sans le regretter, tolérer le présent en l'améliorant, espérer l'avenir en le préparant, voilà la loi des hommes sages et des institutions bienfaisantes. » Où est-ce que nous nous sommes trompés dans la mise en place de ce que nous aurions dû faire finalement? C'est difficile parce que d'identifier des responsables qui s'est trompé. Non. Je ne veux pas qu'on dise qu'un tel était responsable. Non. Je veux dire que pourquoi nous ne sommes pas capables de dire voilà comment nous devons avancer. Oui. Il vaut mieux la résilience plutôt qu'autre chose. Je crois que c'est dû quand même à une forte contrainte extérieure. La Réunion, d'abord la période de l'esclavage n'est pas une grande période propice, à l'épanouissement des hommes. La Troisième République, qui en France a fait un effort sur l'éducation,
à La Réunion, ont complètement négligé et abandonné l'éducation plutôt pour favoriser les grandes plantations. Sachant que la Troisième République arrive jusqu'à 1948. Oui, jusqu'à la départementalisation. Ouais. Donc, tout ce temps-là, les Réunionnais ne sont pas formés, je veux dire. Hein. Bon, sans compter les conditions sociales qui sont dramatiques. La départementalisation, l'éducation est un échec terrible dans ces premières années. Terrible. Si bien que, je l'explique à un moment, il y a un écrémage. Il y a des réussites. J'en fais partie, des gens qui ont bénéficié de l'éducation. Mais j'explique dans le détail comment c'est un écrémage des classes plus favorisées. Oui, des gens qui ont la double culture, français et créole, et qui peuvent comprendre ce dont on leur parle, je veux dire, tandis que l'enfant complètement monolingue créole, il est perdu. Par contre, l'école, tout en coupant de l'éducation, dans sa cour de récréation, socialise. La cour de récréation de l'école, où on mangeait aussi, parce qu'il y avait le faso et la cantine. Oui. Donc la cour de récréation a joué un rôle terrible dans la socialisation avant. Il n'y a jamais eu de conflit ratio à La Réunion, blanc contre noir, bon, c'est impossible à imaginer. Mais il y avait quand même des gens qui vivaient à côté. Oui, bon, il y avait ce qu'on disait les noirs propres, bon. Et l'école de la départementalisation a réussi cette socialisation dans sa cour. Par contre, elle a écrémé en classe. Regardez, tous ceux qui ont réussi de ma génération sont pratiquement que les enfants des fonctionnaires, beaucoup des enseignants ou des classes favorisées, et qui étaient en contact avec le français. Donc voilà ce qui retarde. Mais maintenant, nous avons des jeunes qui sont formés. Oui. On sent qu'il y a une question dans l'esprit des jeunes. Avant, on découvrait La Réunion quand on partait faire ses études. Quand on arrivait étudier en Marseille ou à Paris, on se disait, mais bon, on est français, mais ils ne sont pas tous comme moi. Et puis, on ne manquait pas de vous le dire, je veux dire. Moi, j'étais plutôt blanc, même si mes ancêtres étaient, comme tout le monde ici, très compliqués. C'est là que vous découvrez La Réunion. Et quand on parle de l'identité, la tradition universitaire, entre guillemets, veut que l'on précise dans le premier chapitre un peu la sienne, comment on se sent, qui on est, de manière à ce que après, ce que vous dites, les gens vous écoutent avec une oreille différente. Donc c'est ce que je fais ici dans l'introduction. Dans cette première partie, où évidemment vous essayez d'expliquer, enfin, c'est un essai romancé, parce qu'il y a quand même des idées qui passent à travers, même quand vous posez vous dites processus permanent de démolition et de restitution. Même quand vous le posez, quand vous posez le cadre de votre travail et de ce que vous allez dire, il y a quand même ce retour vers les origines qui vont expliquer ce qui va arriver. C'est sûr, je veux dire, c'est une réflexion, donc c'est un peu aride parfois à aborder. Par contre, romancé dans la mesure où je ne raconte pas l'histoire de La Réunion sous l'angle des gouverneurs. Non. Tel gouverneur est arrivé, il a fait telle chose, bon. Qu'ont fait les Réunionnais? Tous ceux qui étaient d'Abouabonné, Réunionnais. Oui. Qui? Et autour de deux légendes extraordinaires. Ah, oui. Le début déjà, quel unique au monde, c'est notre légende de création. Oui. Ce sont une trentaine de mâles blancs, comme dirait Macron, oui. D'origine française, pas parmi l'élite qui arrive à La Réunion. C'est même pas sûr qu'ils parlent la même langue, parce qu'à cette époque-là, on est à la fin du XVIIe siècle. Ce sont des jargons où chacun parle son jargon. Oui. Ce sont une quinzaine de femmes d'origine malgache, 18 femmes d'origine qui viennent du comptoir du Portugal en Inde. Oui. Voilà, indo-portugaises et une vingtaine de femmes françaises. C'est ça qui forme La Réunion. Oui, tout à fait. C'est le socle du peuplement. Et si vous voulez, ce qui est extrêmement original, on est au XVIIe siècle. Maintenant, on dirait on va mettre des noirs, des blancs, on va faire Koh-Lanta. On va dire on va faire Koh-Lanta. Non,
À La Réunion, ça existait. Des hommes et des femmes qui sont obligés de tout créer ensemble. D'abord d'inventer une langue pour se parler, parce qu'aucun ne parle la même langue. Oui. D'abord, ils découvrent la nature, tous. Personne ne connaît pas les plantes. Non. On connaît pas il n'y a pas de médecin là, il y a pas de bon. Le bateau, il va arriver un jour. Bon, il faut inventer tout. Il faut surtout partager des philosophies différentes. Et là, on rentre dans la marque de la Réunion, c'est-à-dire on apprend tout de suite, à la fin du XVIIe siècle. Pendant ce temps-là, pas les jésuites, pas les juifs, l'Inquisition faisait rôtir quand même les Indiens. Oui. Et à La Réunion, vous avez des gens qui créent une société ensemble. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Et ce rapport au Dieu que nous allons découvrir, cette tolérance des différentes religions, vous êtes obligé que le mari et la femme sont pas obligés de vivre ensemble à La Réunion. Oui. Tous les pays, c'est extraordinaire. Si on prend l'histoire d'Anne Mousse et de Tessier, par exemple. Ouais. Anne Mousse, c'est une jeune malgache, donc noire. Tessier est un monsieur d'une cinquantaine d'années. Ils vont quand même avoir 8 enfants ensemble et ils vont créer des choses à La Réunion. Voilà, donc, et c'est ce qu'on appelle la créolisation. Et créole vient de créer. Et ça, les Réunionnais devront en être fiers, je veux dire. C'est cette légende-là qu'il faut rebâtir. Cette société qu'il va créer, elle va être détruite, agressée, je veux dire, mais plus qu'agressée, violée par l'esclavage quand le café vient. Parce que les premières années... Les premiers éléments de l'agriculture, c'est le café. Les 2 premières générations n'ont pas d'esclavage officiel. Non. Il y a un petit esclavage domestique. Ouais. Petit, je ne devrais pas dire ça, un esclavage domestique, mais il n'y a pas cet esclavage des plantations qui va arriver avec le café. Ouais. Et il ne faut pas oublier quand même que la Compagnie des Indes a dû faire un texte prévoyant de la mort pour ceux qui ne voulaient pas faire du café. Oui. Et des esclaves. Hein, donc, ce n'est pas volontairement qu'ils ont tous trop lancé là-dedans. À partir de ce moment-là, il y a ce long tunnel de l'esclavage. Oui, qui va... Mais ça va sortir, ça résiste quand même. Il n'y a pas de guerre raciale avant ou après l'esclavage. Ouais. L'arrivée des Indiens aussi. Moi, je voudrais revenir parce que c'est quelque chose que peut-être que nous ne connaissons pas assez sur notre île. Vous citez les 3 grands-mères. Vous dites que La Réunion a 3 grands-mères. Françoise Châtelain de Crécy, qui est une Française. Louise Ciaran, qui est une Malgache. Et Francesca de Rosarios, qui est indo-portugaise de la région de Goa. Voilà. Hein? C'est ça qui fonde La Réunion. Et on a retenu, pas moi, hein, mais l'histoire les a retenus, parce qu'elles ont eu le plus d'enfants. On a dit, puisque c'est celles qui ont le plus d'enfants, moi, mon ancêtre le premier Lorette, qui faisait partie des 30 premiers, il a épousé une indo-portugaise. Et donc, mais l'une de ses consoeurs, indo-portugaise, ayant eu plus d'enfants qu'elle, elle est retenue comme étant l'une des grand-mères des Réunionnais. On passe de, disons, 60 personnes en 1665-70. On aborde le nouveau siècle, c'est-à-dire 30 ans plus tard, avec 1500 personnes, 1515. Donc, et là, c'est vraiment le mélange, le melting pot. Voilà. Et donc, on continue à s'interroger sur ce questionnement sur l'identité, puisque ce melting pot, tout ce mélange fait que, parce que au fur et à mesure de votre essai romancé, on arrive presque à 1970-75, où d'autres questionnements arrivent. Voilà, donc, il ne faut pas retenir seulement le métissage, hein, c'est la fusion. Une des erreurs que l'on fait souvent, c'est le métissage. Il y a des métissages un peu partout. Dans ce cas-là, tout à fait. Hein, vous dire la purification ethnique, ça serait du métissage, ça serait grave, je veux dire. Hein. C'est la fusion culturelle. Prenez par exemple les rapports aux dieux. Toutes les sociétés, la presque totalité, que je connais moi en tout cas, se forgent à partir d'un seul dieu qui va édicter ses lois. Et la culture, au début, c'est la loi de Dieu. Comment manger, comment boire.
La Réunion, on a combien? Oh là. Dieu. Et quand vous allez à la préfecture, enfin, quand moi je travaillais, j'allais à la préfecture, on ne servait que 2 plats, du poisson et du poulet, parce que bon, il y a toujours des recettes Ouais, il y a religieux. ceux qui ne mangent pas le porc, ceux qui ne mangent pas le bœuf. Voilà. La viande compliquée. Hein, c'est- Tout à fait. Ouais. Donc, il y a ce fondement-là Tout à fait. culturel. Justement, là-dessus, la possibilité, la réunion, la possibilité d'une âme. Justement, moi, ce qui m'a frappé en regardant cet ouvrage, c'est de voir que Edmond René Lorette a transcendé pour essayer de, comme s'il ouvrait un petit peu la réunion pour regarder son âme. Comment aujourd'hui Edmond René Lorette regarde cette âme-là? Qu'est-ce qu'il voit? Comment? Parce que ce qu'il voit est magnifique, parce qu'il essaye de le traduire là-dedans. Mais je pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour regarder comme vous, cette âme, la voir si belle, si magnifique? Ben, apprendre à l'aimer, je veux dire. Hein. Un des buts de ce livre, c'est de dire aux Reniers qu'ils ont des sujets de fierté. On peut aimer notre légende. Je me répète un peu, mais on peut aimer la naissance d'une société comme ça. On peut aimer sa résistance pendant l'esclavage. Hein, c'est-à-dire, on peut valoriser la culture que nous ont laissé les esclaves, ce qui montre qu'ils n'étaient pas que des objets. C'est-à-dire, c'est étonnant quand même dans un pays, soi-disant, il n'y avait que des objets. On est notre principale musique est originaire de la période de l'esclavage. Donc, il faut revaloriser, ça se fait un petit peu. Alors, après, ça va évoluer. Bon, je veux dire, les conditions n'étaient pas très favorables, parce que pour le faire. Plus la départementalisation qui arrive là-dessus, parce que l'intérêt, je pense, de ce travail, c'est que sa temporalité, comme diraient les savants, sa durée va de Colbert jusqu'à Macron. Oui. Donc, c'est l'histoire, comment vont évoluer les Réunionnais. Exactement. Donc, la naissance, l'esclavage, la période de l'esclavage est un peu mieux connue. La Troisième République, on a tendance à ne pas trop en parler, mais il vaut peut-être mieux. Mais il y a des choses quand même. Ça a sa part. Effectivement, la force, parce que c'est la République qui a duré le plus, de 1871-72 à peu près, jusqu'à 1948. C'est la plus longue durée d'une république en France. Et c'est vrai que ça a marqué, parce que cela aussi situe les plus grands bouleversements du monde. Oui, c'est ça. Mais avant ça, moi, ce qui m'a le plus marqué personnellement, quand je l'ai découvert il y a quelques années, étudiant, c'est que la révolution de 1989 n'est pas abolie l'esclavage. Oui. Ils ont décidé que le droit de propriété passait avant le droit de l'homme. Ils ne voulaient pas. Puisqu'il y avait beaucoup parmi les révolutionnaires, la majorité probablement, donc la première assemblée, qui vivaient un peu du commerce triangulaire avec les Antilles. Oui. Le résultat, 1789, malgré l'insistance des amis des Noirs, les esclaves restent des... Ça, je le fais raconter par Nyama, qui est une ancienne esclave, qui le vit ici. Donc, on va juste rappeler que Nyama, c'est la mère d'Islay Geoffroy. Oui. Voilà. Bon, et première créole type, première légende, si vous voulez, qui arrive d'esclave, qui devient la mère. Bon, combien de Réunionnais maintenant naissent? On ne parle pas de l'Académie des sciences, mais au moins la fac des sciences, quoi. C'est l'équivalent de l'époque de l'Académie. Donc c'est important. Première légende, pour que ça ne soit pas un travail qui vient d'en haut, quelqu'un qui sait, etc. Je fais raconter toute la première partie, donc c'est tout le XVIIIe siècle, par Nyama. Nyama. Comme elle est mariée, enfin de fait, avec Geoffroy, un ingénieur, elle est au courant de tout. Ouais. Donc, ils vivent vraiment comme mari et femme. Je veux dire, donc ça, c'est plus facile. Après, je donne le relais à Célimène. Oui. Bon, quel créole extraordinaire. Je crois que c'est le modèle des créoles. Et c'est une femme qui n'existe pas
à travers un homme, mais ce qui existe par ce qu'elle fait. Oui, Qu'elle réalise. par elle, oui, toujours. Une femme extrêmement. Pour la Réunion, pour moi, c'est le modèle, je veux dire. C'est un drapeau, c'est Célimène. Tout à fait. Voilà. Ah non, c'est pour ça que quand on dit que ce moment de l'histoire est important, il faudra aussi qu'on voit, on n'en parle pas souvent, c'est l'émancipation de la femme. C'est un exemple. Moi, j'ai cherché dans tous les dictionnaires possibles, tous les livres d'histoire possibles, s'il y avait une femme qui ait le même rôle qu'elle au niveau national. Ben, il n'y a pas. Non. Il n'y a C'est pas. vrai Il n'y a que- aucune femme qui soit comme ça dans un cabaret en train de chanter, Chanter, moucater les gens. Oui, cette satire-là qu'elle fait de la société, mais en face même de ceux pour qui elle le défend. Elle défend les idées, mais en face à face et sans peur. Voilà. Elle n'a pas de... Et elle est un passage obligé. Tous les grands écrivains qui passent vont chez elle. Oui, je veux dire, c'est quand même assez... Ça montre bien que ça me fait. Alors, je vais faire une analogie, mais bon, ça n'a rien à voir. Mais ça me fait penser à cette chanson de Michou, Mademoiselle Paula, et de son fameux bar au port, où que les gens veuillent ou pas, oui. mais tout le monde y allait faire boire un verre, au moins pour dire j'ai été chez Mademoiselle Paula. Voilà, ouais, c'est vrai. Là, on a été chez Célimène. C'est les- Oui, ouais, ça, c'est Alors, je veux, si on a encore quelques temps, revenir sur les années 1980. On a parce- déjà dépassé le temps, mais on va faire vite. Parce que vous écrivez, en saluant sa renaissance, quand les années 1980 avaient révoqué l'accouplement délétère de l'assimilation. Donc Oui, là, voilà, bon. L'assimilation, c'est une autre utopie, quoi. Hein. C'est vécu comme une utopie. Pas nécessairement derrière, c'est Césaire qui défend l'assimilation. Hein. C'est extraordinaire. Bon, il se rend compte vite que c'est une utopie. Mais elle est vécue, je le dis dans Machin, l'assimilation est comparable à un sourire aux dents cannibales. c'est ça. C'est la face de la lune qui resplendit. Alors, on est content. Mais la face cachée, c'est une lutte contre l'altérité. C'est l'absence de reconnaissance, ça veut dire de la... De toute façon, là où Aimé Césaire s'est quand même rendu compte de quelque chose, dans la lutte pour défendre les Noirs, que ce soit avant ou après l'abolition de l'esclavage, à aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir si l'homme blanc est différent de l'homme noir, c'est toujours de savoir qu'est-ce que chaque homme, chaque homme regarde l'autre. Et c'est là où il a un obstacle à franchir parce que ça vient de chacun. C'est le regard de chacun. Et ça, c'est plus compliqué. Voilà. Et disons qu'à force de naître dedans nous, on ne voit plus les gens. Moi, en arrivant en préparant, faire mes études à Marseille, j'étais sidéré par tous les camarades qui voyaient les gens à travers, lui les juifs, Ouais, exactement. Oui, lui les noirs. C'est ce besoin de coller une étiquette. Ça m'avait vraiment... Oui. Moi, c'était pas dans mes gènes. Hein. Ben, on va rester là. Vous reviendrez la semaine prochaine si vous souhaitez. En tout cas, on pourra continuer là-dessus parce que c'est très intéressant. On va voir un petit peu parce qu'on a déjà dépassé de 4 minutes le temps qui nous est parti. Merci Edmond René Lorette pour cet échange. Merci également à Koussoumou Lebou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.